retour sur ce plateau de libre expression et nous prenons cet autre sujet inscrit à l'ordre du jour. On vous le disait en ouverture, ce matin nous devons mettre un accent particulier pour parler de l'économie du pays mais également des finances avec une interrogation. Faut-il craindre une faillite de l'État? Ils sont nombreux, certains experts, qui pensent que certains indicateurs démontrent à suffisance que le Cameroun est en train d'aller progressivement vers une faillite. Et pourquoi il le relève? Je commence par vous, docteur Mbok. L'endettement au niveau du pays, il pense qu'il y a déjà un problème. La dette intérieure, la dette extérieure, nous sommes en train d'atteindre des dimensions suffisamment importantes. De toutes les façons, ce matin, docteur, sommes-nous en train d'aller vers une faillite de l'État ou alors c'est encore trop tôt de le dire? Bon, s'il faut rester sur la stricte limite économique, nous sommes encore à moins de 50%. Donc ils peuvent se gargariser de cela, nous sommes à 44,3%. Mais la réalité, elle est ailleurs. C'est que quand la balance même déjà est déficitaire, ça commence par là. C'est-à-dire que quand vous ne produisez pas ce que vous consommez et que vous achetez tout à l'extérieur, on rentre dans une dynamique premièrement de perte des devises. La deuxième conséquence naturelle, c'est qu'on se trouve dans un contexte obligé de l'endettement. Seulement, le problème du Cameroun, c'est un endettement non productif. C'est ça notre problème, parce que la dette n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Expliquez un peu ce que vous entendez par un endettement non productif. Je prends simplement les éléphants blancs, les barrages que nous avons, les stades que nous finançons, tous ces grands projets qui ne sont pas arrivés à terme. Parce que quand vous mobilisez 2 milliards, 1000 milliards, 5 milliards pour un projet, c'est un endettement qui a déjà des intérêts qui courent. Quand l'endettement est non productif, donc il est immobilisé, c'est deux sommes qui sont immobilisées, le principal et les intérêts. Donc vous voyez que vous rentrez dans une dynamique de perte de devises, de perte même de crédibilité à l'international, parce que pour qu'on vous emprunte encore de l'argent, il faudrait que vous ayez monté carte blanche sur des projets précédents. Aujourd'hui, à la caisse autonome d'amortissement, nous avons quoi? 5 000 milliards de projets non réalisés qui sont immobilisés. Vous voyez qu'on a pris de l'argent pour réaliser des projets qui ne sont pas maturés. Donc l'argent est là, les intérêts courent, mais ne peut pas être décaissé parce qu'il faut la validation, par exemple, de la Banque mondiale ou du FMI pour pouvoir amener ces investissements-là. Alors, quand vous avez la perte de confiance à l'échelle internationale, votre capacité à vous endetter même varie parce que le taux n'est plus le taux classique, ça devient un taux même usurier finalement parce que vous empruntez à des montants, à des taux parfois à 8% qui sont carrément de taux usuriers. Pourtant, si on restait dans la norme de 2 à 4%, on serait dans une dynamique de production et de remboursement. Donc aujourd'hui, le problème du Cameroun n'est pas l'endettement, c'est les politiques publiques de gestion de la dette, les politiques publiques de gestion de nos ressources, les politiques publiques d'investissement qui sont tellement faibles que l'argent que nous prenons, nous ne parvenons pas à produire suffisamment pour rembourser. Ou alors, au moins rembourser les intérêts. Vous voyez qu'il y a deux choses à rembourser, le principal et l'intérêt. Nous ne remboursons ni le principal ni l'intérêt. Nous ne faisons que nous enliser. Et tout ça, c'est à cause des politiques qui sont menées, qui ne sont pas bonnes. Donc aujourd'hui, si on ne change pas fondamentalement de cap, si on ne change pas fondamentalement d'orientation de nos différentes ressources, et si on ne revient pas dans une économie différente que celle de l'économie de rente, on va donc se retrouver dans un contexte où le pays va dépasser les 44%, peut se retrouver à 45%, peut se retrouver à 50%, et à la fin va atteindre le seuil critique. Parce que je rappelle pour sortir qu'en ce qui concerne la Banque mondiale, par exemple, le Cameroun est classé dans ce qu'on appelle les risques élevés. Donc en termes d'endettement, nous sommes déjà au niveau du risque. Mais dans les classes, nous sommes à C. Nous ne sommes pas A ou A, nous sommes à C. Donc, à ce niveau, c'est encore
acceptable, c'est discutable, mais le risque reste grand parce que l'endettement premier que vous avez pris, qu'est-ce que vous en avez fait? Si vous n'arrivez pas à rendre compte de ce que vous avez fait de cet endettement-là, vous tombez donc finalement dans ce qu'on va appeler le doute dans la gestion de l'économie, et c'est là que nous sommes en train de courir le risque de nous retrouver vraiment en difficulté. Bon, le Cameroun aujourd'hui n'est pas endetté, n'a pas encore dépassé le seuil de 50%, c'est bon. Nous sommes dans une politique apparemment plus de consommation que d'investissement, ça doit changer. Il faudrait rapidement revenir sur les éléphants blancs et les rendre productifs, sinon on aura deux dettes à payer, et puis finalement les politiques d'investissement devraient changer quant à, par exemple, produire ce que nous consommons afin que la balance soit plus déficitaire, que ce soit au moins égalitaire. Merci, docteur Ombok, pour ce premier regard concernant donc le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. Je vais accueillir mon invité permanent et notre consultant, professeur Mathias Erico Wanangini. Bonjour. Bonjour, monsieur Aïssé. Comment vous allez? Ça va bien. Je viens du village et toutes mes excuses pour le retard. Oh là là, vous sortez de votre mvungue natal. J'ai cru que vous avez eu un décalage horaire. Peut-être. De toute façon, professeur, on vous reprend tout à l'heure. Je passe la parole à l'honorable Koupit Adamou. Honorable, on connaît que vous avez de très bonnes bases au niveau économique. Moi, je voudrais aller de manière terre à terre. Lorsque vous causez avec ce que nous appelons au Cameroun des opérateurs économiques, ils vous font comprendre qu'ils sont en train de tirer le diable par la queue. Les factures ne sont presque plus payées. Tout est en arrêt. Est-ce qu'il faut dire que ça craint? Effectivement, c'est un secret de polichinelle que de dire que le Cameroun est aujourd'hui dans une situation de trésorerie tendue. Et je dirais même de tension excessive de trésorerie. À telle enseigne que les peu de recettes qui entrent sont gérées dans 3 destinations prioritaires, si je ne me trompe. La première, c'est qu'il faut faire tout pour que les salaires de fonctionnaires soient payés. Éviter que le fonctionnaire parte à la banque à la fin du mois et trouve qu'il n'y a pas son argent. Vous connaissez l'impact d'une telle situation. Et par conséquent, vous comprenez pourquoi c'est le top de priorité. La deuxième priorité, c'est le respect des échéances de remboursement du FMI. Et là également, c'est un épée de Damoclès qui pèse sur la tête du Cameroun parce que le non-respect d'une seule échéance amènerait le FMI à couper le robinet. Oh là là. Et maintenant, il y a une troisième priorité qui est le NOZO. Vous savez que l'entretien des soldats qui sont déployés dans le Ça NOZO, coûte quelque chose. ça coûte beaucoup d'argent, énormément d'argent. Malheureusement, c'est devenu une véritable business pour certaines personnalités qui, à la L'économie fois, de la guerre. sont devenus de pompiers pyromanes en même temps. Parce que si on va efficacement atteindre cette situation, peut-être on n'aurait plus de motif de pouvoir faire rentrer dans les propres poches ce qu'on a dans le contexte actuel. Mais ça coûte énormément cher dans les finances publiques. Quand ils ont satisfait ces 3 priorités, qu'ils vont regarder est-ce qu'on peut encore payer quelques factures. Je dois dire que effectivement, quand on rentre dans l'analyse juridique de paiement, les salaires rentrent dans ce qu'on appelle les créances privilégiées. Donc, c'est compréhensible que l'État ne prenne pas l'argent qui devait servir de payer le salaire des fonctionnaires pour aller régler la facture d'un prestataire qui, elle, rentre dans l'ordre de créances chirographaires. C'est-à-dire des créances qu'on doit rembourser lorsqu'on aurait liquidé ce que la loi oblige comme créance privilégiée, le salaire, les impôts de l'État, puisque l'État ne paie pas l'impôt à lui-même, donc ça se réduit au salaire. Donc, les prestataires
c'est-à-dire les micro-entrepreneurs camerounais qui sont des prestataires de l'État, qui réalisent des bons de commande ou même des lettres commandes et qui attendent qu'on paye leurs factures, ça devient compliqué. Souffrent énormément. Ça devient compliqué. Quand même l'État veut accorder une priorité au remboursement de la dette, je dis, c'est la dette extérieure, la dette auprès du FMI et d'autres dettes latérales ou multilatérales auprès des banques ou des pays. Il y a très peu de préoccupations dans le remboursement de la dette intérieure au profit des micro-opérateurs économiques qui sont des prestataires de l'État. Et ça, c'est suicidaire. C'est suicidaire parce qu'on ne peut pas bâtir une économie qui puisse conduire à l'émergence en asphyxiant les micro-entrepreneurs locaux. Ceux qui peuvent être considérés comme les promoteurs de PMI local. C'est ça la pépinière, c'est ça même la racine de l'économie. Parce que quand vous remboursez 55 milliards au FMI autre, c'est la sortie de l'argent, ça sort du circuit économique national. Mais si vous remboursez 100 millions aux micro-entrepreneurs locaux, c'est un argent qui reste tourné à l'intérieur du circuit économique national. Et ça, l'effet multiplicateur est plus important que quand vous faites ce remboursement au profit d'un opérateur extérieur. Bon, pourquoi on est dans cette situation? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Le docteur a dit tout à l'heure, le problème du Cameroun n'est pas dans le niveau de l'endettement que nous avons atteint. Il a évoqué la raison de dette improductive, c'est-à-dire que nous contractons des dettes pour réaliser. Nous ne réalisons pas ce pourquoi la dette était contractée. Qui n'apporte pas, qui ne facilite pas le retour de l'investissement. Quand vous investissez dans un barrage et qu'on dise que ce barrage doit être mis en fonctionnement en 36 mois, vous prenez une dette qu'on va rembourser peut-être en 48 mois. Ouais. Bon, c'est normal, c'est raisonnable, parce que le délai de remboursement doit être plus long que le délai Mais vous faites maintenant 72 mois, plus de 8 ans, le barrage n'est pas en fonction. On demande même parfois une rallonge budgétaire. Si le barrage avait été mis en fonction dans les 36 mois, qu'est-ce qui se serait passé? Les entreprises qui ont besoin, qui ont le déficit d'énergie, parce qu'on ne peut pas entretenir une industrie avec un niveau d'électricité aussi faible que ce que nous avons dans ce pays. C'est pour ça qu'on a dit oui, le président a bien vu d'encourager la construction de barrages additionnels en plus de lac d'eau et tout. Donc, mais si ce barrage était mis en fonctionnement, les entreprises auraient eu suffisamment d'énergie et pourront produire plus. Et ainsi, le PIB national va augmenter. Et cette augmentation du PIB local va mettre l'État du Cameroun en capacité d'avoir des recettes additionnelles pour rembourser aisément la dette qu'on a contractée. Mais quand vous ne le faites pas, le délai de remboursement devient contraignant, alors que l'ouvrage n'a rien apporté en termes de recettes additionnelles. Vous êtes maintenant obligé de venir puiser dans ce qui était là pour aller faire face à une contrainte additionnelle que vous avez créée en contractant cette dette-là. La soutenabilité de la dette camerounaise, personne ne peut en discuter. Au niveau de la zone CEMA, on dit 70%, nous sommes très loin de ça. Ouais. Donc, mais nous nous interrogeons sur la qualité, nous nous interrogeons également sur la progression. Parce qu'effectivement, quand vous regardez le niveau de la dette, à partir de 82 jusqu'à aujourd'hui, vous calculez le taux d'augmentation, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on s'endette beaucoup, et le rythme d'endettement fait que si on ne freine pas, si on ne ralentit pas, on va très facilement atteindre le seuil de soutenabilité et même dépasser. Mais honorable, pourquoi? Honorable, quel apport, quel impact? Il y a eu un pays qui était dans la même situation, hein, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'était à l'époque du président Houphouët-Boigny, lorsque certains de ses collaborateurs nécessaient d'attirer son attention en lui faisant comprendre que, monsieur le président, nous nous endettons déjà un peu trop. C'est alarmant, c'est dangereux. Il faudrait qu'on puisse réduire. Vous connaissez la réponse du président Houphouët-Boigny? Non. Il a dit, est-ce que vous avez déjà vu qu'on avait mis un pays en prison? Bon, effectivement, et c'est cette réponse qui relève tout simplement des leaders qui ne prennent pas conscience de ce que l'État peut faire faillite. Hein.
C'est pas parce qu'on ne peut pas fermer, on ne peut pas mettre un pays en prison, on ne peut pas fermer un pays comme on fermerait une entreprise comme Info TV. Nous sommes ici parce que Info TV réussit à couvrir ses charges, à faire face au contraire. Mais si Info TV n'arrive plus à payer ses salariés, s'il n'arrive plus à payer les impôts, l'administration fiscale viendra sceller, ça sera fermé. Mais c'est différent de l'État. Mais l'État ne se ferme pas, l'État ne part pas en prison, mais l'État peut faire faillite, et la faillite de l'État est plus catastrophique que celle d'une entreprise qui serait fermée. Pourquoi? Parce que quand le peuple affamé, quand le peuple n'en pourra plus face à la misère, le peuple descendra. L'insurrection détruit la nation. Merci. Et donc c'est ça qu'il faut redouter. Merci honorable Adamo Okopit Saint-Éloi Bidou. En préparant cette émission, j'ai discuté avec un économiste qui nous faisait comprendre que parfait, ça devient alarmant, tout petit peu. Nous sommes en train de recourir au Fonds monétaire international, au FMI, et à la Banque mondiale. Et on risquerait de retomber dans ce qui, il y a une trentaine d'années, on appelait les réajustements structurels. Et il paraît que cette affaire-là, elle n'est pas toujours bonne lorsque le FMI et la Banque mondiale reprennent le contrôle de votre économie. Quand j'ai lu le thème que nous allions débattre ici, il s'agissait de la faillite de l'État. Si le Cameroun fait faillite, le Cameroun ne sera pas le premier État à faire faillite et à surmonter la faillite. La Grèce a été en faillite. La Grèce a été en faillite. Non, je suis de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas alarmer les populations sur ce qui n'est pas alarmable. Le budget d'un pays constitue la boussole. On nous a enseigné qu'il doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les contraintes géopolitiques, politiques, économiques ont réduit le budget du Cameroun à 5 choses. Le budget du Cameroun sert à payer la dette extérieure. Le budget du Cameroun sert à financer la guerre contre Boko Haram. Le budget du Cameroun sert à payer les salaires. Le budget du Cameroun sert à subvenir aux besoins, aux dépenses de souveraineté. Et le budget du Cameroun sert à faire des investissements. Alors, en face de ce budget et de ce que je viens de dire, il y a des stades économiques à franchir pour arriver à la faillite. Il y a la crise, il y a l'inflation, il y a la récession, il y a le marasme, pour déclarer enfin un État en faillite, c'est-à-dire que l'État est en cessation de paiement. Est-ce que les 5 choses que j'ai énumérées là, le Cameroun n'arrive pas à faire face à ces choses? Je ne pense pas. Le Cameroun fait nettement face à ces choses. Il paraît que le Cameroun arrive à faire face à ces 5 choses, mais en tirant quand même les cheveux de la tête. Non, on a dit tout à l'heure que la soutenabilité de la dette peut aller jusqu'à 70%. Et nous sommes à 44%. Voilà pourquoi nous devons nous en orgueillir. Non. Il faudrait avoir peur d'ébranler l'opinion dont parlait l'honorable Koupi tout à l'heure. Vous avez causé encore des opérateurs économiques. Moi-même, je suis opérateur économique. Et vous vous sentez bien? Non. Je voudrais vous dire que la situation n'est pas ce qu'on décrit là. Arrêtez de venir d'écouter des cours où on pontifie en amphi. Il faut se revenir à la réalité. Donc, sur le plan réalité. Sur le plan économique et financier, cette loi, sur le plan économique et financier, concernant la République du Cameroun, ça va bien. Non, ne dites pas des choses à ma place. C'est nous qui alarmons les populations. Je voudrais dire que ceux qui ont en charge la gestion de l'économie du Cameroun font des mains et des pieds pour qu'on n'en arrive pas. Quand nous faisons déjà des mains et des pieds, ça devient compliqué. En ce moment, ce qui est plutôt redoutable, en ce moment,
le président de la République a ordonné le paiement de la dette intérieure. Pratiquement 5 000 milliards, on les prend où? Non, on est en train de payer. Moi, je ne sais pas où on prend. On vous a payé. On est en train de payer. Non. Voilà pourquoi vous êtes très Non, j'en profite donc pour revendiquer, pour dire au président de la République que votre parole ne vaut plus le pesant d'or qu'elle avait. Parce que dans les arriérés de salaire des maires, ça fait 10 ans. Voilà. Vous avez inscrit 3 fois. Moi, je m'imagine mal des fonctionnaires en train de ne pas exécuter une instruction du chef de l'État. Merci. Pour appeler au paiement dans le cadre de la dette intérieure à cette dette. Mais sinon, que le Cameroun peut encore aller, mais nous ne sommes pas au stade de la faillite. Nous apprécions l'optimisme de Saint-Éloi Bidon, mais je passe d'abord la parole quand même à Maître Guizogo. Maître, je discutais toujours avec un économiste qui me faisait comprendre que parfait, faisons très attention, nous nous endettons à un rythme plus ou moins inquiétant. Et quand nous nous endettons, cela signifie que naturellement, il y aura des remboursements. Qui devrait rembourser? Parfait, ici il y a un proverbe Massa qui dit qu'il vaut mieux être le fils d'un chacal vivant que celui d'un lion mort. Vous comprenez que parfois on a tendance à avoir plus confiance en la parure qu'en la structure. Le Cameroun est aujourd'hui dans la situation d'un malade qui arrive à l'hôpital. On lui prescrit un hôpital public, un hôpital occidental, on lui prescrit tous les médicaments, tous les examens que vous pouvez imaginer. Il dépense de l'argent pour effectuer les 10 examens, mais les résultats sont tous négatifs. Cependant, sa souffrance est visible, palpable. Il vous dit qu'il souffre. Vous voyez comment il devient famélique. Mais l'hôpital continue à prescrire des examens et des antalgiques pour essayer d'apaiser sa douleur. Mais en tant que Bantou, aussi bien le personnel hospitalier que la famille, on commence à supputer. On se dit, est-ce que l'affaire, ce n'est pas mystique? Peut-être qu'il faut voir à l'indigène. Peut-être qu'il faut aller à l'indigène. Donc le Cameroun est dans la situation que les jeunes ont l'habitude de dire sur les réseaux sociaux. Le Cameroun a traversé les remèdes. Et peut-être que nous ne sommes pas en train d'établir le bon diagnostic. Parce que nous sommes allés avec le Cameroun à l'hôpital, alors qu'il fallait aller à l'indigène. C'est aussi simple que ça. L'affaire du Cameroun serait donc mystique. L'affaire du Cameroun serait donc mystique. Je le dis avec une pointe d'humour parce que c'est douloureux. C'est vrai que quand on prend les indicateurs macroéconomiques du Cameroun, on va pas si mal que ça. On va pas si mal que ça. Mais si maintenant, vous allez dans le détail du vécu quotidien des Camerounais, c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Parce que moi, je voulais commencer à citer avec votre aide. Hein, oui. Lorsqu'on dit que nous n'allons pas si mal que ça, au niveau du chômage, c'est très dangereux. Au niveau du panier de la ménagère, c'est très dangereux. Au niveau de nos communautés rurales, c'est alarmant. Au niveau de nos instituts payés, voilà la rentrée scolaire. Moi, je cause quand même avec les Camerounais. Il faut se battre comme des beaux diables pour pouvoir acheter les fournitures, payer de la scolarité, ainsi de suite. Alors, on nous dit que non, nous n'allons pas si mal. Peut-être c'est vous qui avez raison. Hein? Peut-être on nous a amené à l'hôpital alors qu'il fallait aller à l'indigène. Parce qu'en réalité, la plupart des Camerounais sont aujourd'hui dans une situation où ils tirent le diable par la queue tout en priant pour qu'il ne se retourne pas et les morte. Parce qu'à la réalité, comme je disais, les indicateurs macroéconomiques sont formels. On ne va pas si mal que ça. C'est clair que le Cameroun est encore très loin de la faillite. J'ai la faiblesse de croire que j'ai des notions d'économie et je dis que nous sommes très loin de la faillite. Mais le problème maintenant, c'est que nous ne sommes pas dans un état de droit financier. C'est simplement ça le problème. Parce que quand j'ai écouté les aînés, ils sont tous en train de dire la même chose. Nous ne sommes pas dans un état de droit financier. L'état de droit financier suppose la soumission des gens qui sont en charge de la gestion de la chose publique, dont des finances publiques, à 2 obligations majeures. Le devoir de redevabilité, le devoir de reddition des comptes. Parce qu'on est arrivé dans une situation où on dit aux Camerounais qu'on va leur acheter cette bouteille d'eau. Que pour acheter cette bouteille d'eau, pour l'acquérir, il faut 100 francs.
Et qu'on va acheter cette bouteille d'eau dans l'optique de faire que dans ce studio, tout le monde ait accès à ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Mais comme le Cameroun ne dispose pas de ces 100 francs nécessaires pour acheter cette bouteille d'eau, nous irons emprunter les 100 francs chez je ne sais pas moi qui à l'extérieur, à un taux bien défini. Donc nous serons appelés à rembourser aussi bien le capital que les intérêts qui vont sortir de là. Lorsqu'on réussit à emprunter les 100 francs, les Camerounais ne voient pas la dite bouteille d'eau. À la place, ils voient une épluchure de banane. Le monsieur qui est allé emprunter les 100 francs, lui, il a mangé la banane en route. Il vous a déposé l'épluchure de banane à la place de la bouteille d'eau. Ensuite, quelque temps après, lorsque vous commencez à vous plaindre que mais nous mourons de soif, la gorgée d'eau promise est où? Le même monsieur vient vous dire, écoutez, je pense que maintenant il faut repartir emprunter l'argent parce que visiblement il y a eu des problèmes dans l'acquisition de la bouteille d'eau. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais bon, on va aller emprunter l'argent. Vous avez d'abord un problème, c'est que vous n'avez pas la bouteille d'eau. L'argent, les 100 francs empruntés, nous avons déjà deux problèmes. Les 100 francs produisent des intérêts qu'il faut rembourser. À peu près, c'est que le docteur va expliquer. Et là, le monsieur va repartir emprunter encore 100 francs pour la même bouteille d'eau. Donc, en fait, ici, il s'agit de la sincérité dans la gestion des finances publiques. Parce que quand vous n'avez pas un problème d'argent, le cas où on a un problème de la qualité de la gestion de la dépense publique. Et forcément, vous allez vous rendre compte que, comme je disais tout à l'heure, effectivement, on va aller avec le Cameroun malade à l'hôpital alors que c'est un problème qui doit se soigner à l'indigène. Le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est que ce que nous vivons est la conséquence et le produit d'un système idéologique qu'on appelle le néocolonialisme. Les populations camerounaises doivent comprendre que même le président de la République, Paul Biya, ne détient pas tous les instruments de politique économique nécessaires pour réellement gouverner un pays, en commençant par l'instrument monétaire. Ça veut dire quoi? Si vous fouillez vos pauses, vous allez trouver le franc CFA. Aucun pays ne s'est développé avec le franc CFA. Lorsque nous signons ces accords concernant le franc CFA, il est clairement indiqué que le pays qui ne se sentirait plus à l'aise dans cette corporation peut se retirer. Ah, le même peu que dont on parlait tout à l'heure dans la Constitution. Ne se retire pas. Vous voyez donc que le peu de la Est-ce que la France force un pays à être dans le CFA? Vous comprenez donc que lorsque dans un accord, on met le peu devient en réalité une entourloupette. Et c'est la même entourloupette qu'il y a dans la Constitution avec le président de la République peut nommer le vice-président. Arrêtez si, parfait, ici vous et moi, nous avons un deal aujourd'hui. Dans ce deal, on ne va pas mettre les peu. On va dire, étant donné que le contrat qui nous lie est synalagmatique, c'est-à-dire qu'il génère des obligations réciproques, vous devez faire ceci et moi je dois faire cela. Mais si je dois faire ceci et vous pouvez faire quelque chose si vous voulez, vous croyez qu'il y a déjà un problème. Donc moi je sortirais simplement en disant que le Cameroun est loin de la faillite, mais il est déjà en faillite sur le plan idéologique. Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas de la gouvernance, c'est une administration. Le Cameroun n'est pas gouverné, il est administré. Le Cameroun n'est pas un pays pauvre, c'est un pays très riche qui n'est simplement pas gouverné. D'accord. Professeur Mathias Rico Onanguini, certains panélistes sur ce plateau sont quand même capables de mobiliser ces ressources de tous ordres pour s'inscrire dans la transformation positive. Parce que nous sommes dans une phase de notre histoire où nous connaissons un certain nombre de transformations structurelles, la plus évidente étant la transformation au niveau démographique. Comme le pays se transforme, il faut également le transformer de manière systémique. Il faut changer le système pour être en mesure de mobiliser les valeurs que nous avons. Et c'est une démarche qui doit être conduite de l'intérieur. Donc, quand on dit qu'il faut changer le système, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous devons changer nos modes d'orientation. Ah, j'ai cru qu'il fallait enlever c'est sur le gouvernement. Nos modes d'orientation et nos modes d'organisation. Vous pouvez changer les dirigeants sans changer le système. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour avoir de nouveaux dirigeants, on peut dire demain que c'est Haïti
que c'est au Nangini, Que le Seigneur sans vous que écoute. ça change. Sans que ça change, effectivement. Sans que ça change. L'enjeu, c'est de changer Le système. l'orientation et l'organisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes emprisonnés dans une matrice. Ça veut dire que le système général qui conduit le monde a assigné des places qui sont différentes aux différents pays et aux différents groupes de pays. Les groupes de pays, on peut les appeler des civilisations. La place qui est assignée à notre pays et à notre groupe de pays, c'est que nous devons rester le plancher du système monde. Et nous devons fournir au reste du monde les ressources qui vont servir à ce monde pour fabriquer la valeur ajoutée. Or, ça c'est quelque chose qui est intenable. Désormais, l'Afrique doit fabriquer la valeur ajoutée. C'est un impératif capital, une question de survie. À partir de ce moment, puisque nous avons hérité de systèmes qui sont des systèmes de facture coloniale, il faut changer l'organisation qui est une organisation que j'appellerais de rente cumulative spéculative. Ça veut dire que les choses ont été organisées de telle manière que nous ne puissions pas construire des chaînes autonomes et automatiques de production de la richesse. Voilà notre problème. Ce n'est pas le problème d'un individu, ce n'est pas le problème d'un groupe d'individus, c'est le problème d'un système. Donc, si nous nous installons donc dans un état d'esprit et de façon durable, où nous allons seulement gérer les contradictions qui sont liées à la manière dont on nous inscrit dans le monde, on ne peut pas s'en sortir. Donc, dire qu'on n'est pas en faillite, ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Notre voie, c'est la voie de la réhabilitation. Et cette réhabilitation-là nous commande à la fois de pouvoir nous endetter, mais en même temps de savoir orienter l'endettement pour que cet endettement soit rentable pour la collectivité. Il ne faut pas s'endetter pour s'endetter. Et en cela, il faut quand même dire que ce problème n'est pas spécifique aux pays africains, mais les autres s'en sortent parce que eux, ils ont la rente de la puissance, du contrôle du monde. Bon, pour le dire simplement à nos auditeurs, l'un des pays les plus mal gérés du monde sont les États-Unis d'Amérique. Oui, oui, c'est vrai. Ils ont même géré pire que les pays africains, à la différence qu'eux, ils ont la rente de la puissance. Ils ont la puissance technologique et scientifique. Ils ont la puissance militaire. Ils ont la puissance économique et structurelle. Ça leur permet de compenser tous ces déficits. Or, nous n'avons pas ces ressources de puissance. Et nous sommes dans une autre étape. Nous sommes dans une étape où nous devons nous transformer de manière systémique. Et ce que nous devons comprendre, tant que les Africains ne comprennent pas que l'économie politique dans laquelle l'Afrique doit s'inscrire est continentale, nous sommes perdus. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que les places sont déjà occupées dans le monde. Ça veut dire que nous allons difficilement trouver une zone où l'Afrique ira se projeter pour trouver les ressources qui vont lui permettre de s'épanouir. Elle se trouve dans une situation où elle est condamnée à se projeter, si vous voulez, sur elle-même. C'est l'internalisation. C'est en ramenant toutes les logiques à elle-même. Ce qui ne veut pas dire que nous devons devenir autarciques. Pas du tout. Mais nous devons comprendre que c'est de l'intérieur, dans l'espace africain, que nous allons fabriquer la libération. Parce que c'est une problématique qui n'est pas qu'économique. C'est une problématique qui est politique, économique et culturelle. Ça veut dire que pour terminer, pour revenir à ce que vous dites, qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'on n'est pas en faillite. Ouais. Il faut redéfinir les priorités. Corriger ce qui était peut-être de bonnes intuitions, mais qui n'ont pas été bien appliquées. C'est-à-dire dans la mise en place des projets structurants. Parce que des projets structurants, nous en avons besoin. Des programmes structurants même, nous en avons besoin. Mais, dans leur modélisation, la manière dont nous pensons, et dans leur instrumentation, la manière dont nous appliquons, nous devons être rigoureux.
C'est ça notre problème, c'est ça qui va nous donner les bases de la transformation. Gardez le microphone, professeur. Vous n'allez peut-être pas faire une comparaison. C'est vous qui avez parlé de système tout à l'heure. Je vous amène dans l'ancien système, hein, oui. du président Amadou Ahidjo. Et nous avons... Vous estimez qu'il est différent? Non, je vais d'abord vous poser une question. Écoutez-moi, professeur. Lorsque le président de la République prend le pouvoir, dans son discours de prestation de serment, je vais le paraphraser. Il dit qu'il a trouvé des caisses pleines, une économie saine, je ne faillirai point. C'est le président Paul Biya qui parle. Tout à fait. Et à cette époque, ce discours, je sais que ce que vous dites sur ce point est vrai. Très bien. Nous avions une centaine d'entreprises qui marchaient pratiquement bien. Ça, c'est vous qui elles ont pratiquement fermé, c'est-à-dire elles n'existent même plus. Est-ce qu'il ne faut pas quand même dire à ce niveau, au-delà de tout ce que vous avez expliqué, qui est fondamental, est-ce qu'il ne faut pas quand même dire à ce niveau qu'il y a eu un problème de management, un problème de gestion? C'est lui qui disait qu'il avait trouvé une économie propre, des caisses pleines, je ne faillirai point. Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas failli? Merci beaucoup de me poser la question, monsieur Haïssi. Il faut toujours tenir compte des circonstances dans lesquelles un acteur parle. Le président Paul Biya accède à l'occasion de cette prestation de serment au pouvoir. Et le président Ahidjo, qui est son prédécesseur, a démissionné et il lui a fait confiance. Jusqu'au dernier moment, le président Ahidjo pouvait choisir quelqu'un d'autre. Donc, il y a de la courtoisie. Quand le président Paul Biya le dit, ce n'est pas qu'il ne sache pas qu'il y a des tensions et des problèmes dans l'économie camerounaise, c'est que ce n'est pas le lieu de le dire. Donc, le président Paul Biya a couvert... Voilà, attendez, ça c'est la première chose. Deuxième chose, la crise structurelle du modèle camerounais commence paradoxalement au même moment où le modèle camerounais est censé être arrivé à son point le plus performant. C'est-à-dire quand on introduit entre 78 et 81 les ressources pétrolières de manière officielle dans l'économie politique du Cameroun. Il y a des choses qui avancent et on ne peut pas le contester. Mais en même temps, il y a déjà des problèmes. Vous parlez des entreprises publiques. Mais dès les années 80, on sait que ces entreprises publiques ont déjà un certain nombre de problèmes. Il y a d'abord les problèmes de modélisation au niveau micro de ces entreprises-là. Un certain nombre d'entreprises, c'est l'UCAM, Socame et tout ça, sont dès le départ des échecs. Parce qu'elles ont été mal modélisées. En fait, elles n'étaient pas modélisées d'abord en réalité pour la performance économique. Elles étaient modélisées pour montrer que le Cameroun essaye de sortir de la dépendance. Et ça, ce n'est pas nécessairement mauvaise chose, mais sur le terrain économique, il n'y avait pas tous ces résultats. Ensuite, dans cette logique qui est une logique politique, tout n'y est pas mauvais, pas du tout. On subventionne les entreprises sans que ça ait un lien avec leurs résultats. Et ce modèle va nous conduire justement à être emprisonnés par le FMI qui va dire, vous voyez, toutes vos entreprises publiques là, en fait c'est de l'argent dépensé pour rien, il faut revenir à la rigueur. C'est comme ça donc qu'on nous attrape. On disait tout à l'heure en partant de ce que le patriarche Houphouët-Boigny disait que un pays, on ne met pas un pays en prison, on nous a mis en prison. L'ajustement structurel, c'est la prison. L'ajustement structurel, c'est la prison. Et on est encore en passe de nous le mettre en prison. Bon, mais si vous êtes en prison, bon, c'est évident que vous n'allez pas être dehors pour mener des activités qui vous donnent du dynamisme. Voilà pourquoi... C'est le flux de quoi? Voilà pourquoi... La malgouvernance, je suis très sceptique sur ce concept. Parce que c'est un concept produit par le système. Pour masquer ce que nous devons faire pour nous en sortir. Ah oui. Merci, professeur. Nous allons lire rapidement quelques préoccupations, une fois de plus de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Quelqu'un me dit ici, c'est un mélange de français, de Betty. Mathias, c'est la crème de la crème. À femme, c'est toujours un régal de l'écouter. Dis-lui à Bunga. Bon, Mathias vous dit à Bunga. Merci. Quelqu'un dit ici, perfecto, je voudrais adresser une question au grand professeur Mathias Eric Owonangini. Quels sont les indicateurs qui montrent qu'un pays est
en faillite. Je pense qu'au risque de me tromper, que certains indicateurs sont le défaut de paiement de la dette, l'inflation élevée, la hausse du coût des emprunts, la montée du chômage. Pour ne citer que cela, je pense que dans notre cas, nous cochons toutes les cases. Le Cameroun non seulement est en faillite, mais aussi nous ne faisons même plus bonne presse auprès des institutions bancaires internationales. Mathias peut répondre. Sur le plan strict, le Cameroun n'est pas en faillite. Mais en même temps, le Cameroun ne peut pas se contenter de ce modèle. Il ne suffit pas de dire qu'on est en faillite pour que tout soit bien. Non. Nous sommes dans un moment particulier où nous devons inscrire le pays dans la transformation. Et sur le plan économique, la transformation, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire créer des richesses. Utiliser tous les types d'instruments pour créer des richesses et gérer le problème de la répartition des richesses entre les différentes catégories de notre population. Voilà nos exigences. Donc, il ne suffira pas de dire nous ne sommes pas en faillite pour que le problème soit réglé. Non! Il faut être ambitieux, mais en même temps être sérieux. Ça veut dire que nous pouvons nous endetter, mais il faut véritablement que cet endettement serve à quelque chose d'utile. Ce que disait le docteur Mbokdo. Voilà, que ça serve à quelque chose d'utile, de pertinent. Très bien. Chers voisins, enfin on retrouve le professeur Owenang. Ah oui, quand ça vous arrange, vous avez retrouvé le professeur Owenang, quand ça va vous déranger, il est parti, c'est Owenang qui nous dit. Enfin on retrouve le professeur Owenang tel qu'on l'aime. Vraiment que les pouvoirs publics ne fatiguent pas la population qui souffre déjà assez avec cette affaire d'endettement et de serrage de ceinture. L'argent de l'or, l'argent qu'on a décidé de laisser à MTN, Orange, Canal+, d'amasser chaque mois, l'argent qu'on nous prélève chaque mois pour donner à la CRTV, l'argent qu'on dépense pour importer des denrées alimentaires. Pourtant, nous avons une terre bénite des cieux. Pour ne citer que ceci est suffisant pour soulager la population. Perfecto, quand nous étions petits et qu'on jouait sous la pluie, les parents nous disaient quittez sous la pluie, sinon vous allez tomber malade. Mais aujourd'hui, nous disons à nos enfants plutôt que comme tu joues sous la pluie là, sache que je n'aime même pas 5 francs pour t'amener à la météo. C'est la même chose dans notre point de vue. Docteur Moïse Mbok, nous nous acheminons vers la fin de ce programme, mais je voudrais que nous puissions consacrer le peu de minutes qui nous reste en donnant peut-être quelques esquisses de solutions pour que nous n'allions véritablement pas en faillite. Ben écoutez, ça commence naturellement par un état des lieux. Et je crois qu'on a fait l'état des lieux ici. Le taux de l'endettement, les politiques que nous menons, jusqu'où elles sont efficaces. Qu'est-ce qu'il faut arrêter? Qu'est-ce qu'il faut changer? Maintenant, la mondialisation est en face de nous. Et on le sait tous, c'est un rendez-vous. Là, je reviens à ce que le professeur disait. Si nous ne travaillons pas sur notre balance commerciale, c'est-à-dire produire et être efficace d'abord à l'intérieur, et puis en partie à l'extérieur, nous allons avoir des chiffres qui vont rester effectivement cette épée de Damoclès sur nos têtes. Entre la dette extérieure qui est à pratiquement 16 000 milliards, la dette intérieure qui est à 5 000 milliards, et d'autres charges, souveraineté, salaire et ainsi de suite, si on n'entre pas dans une dynamique de production radicale. Nous avons l'or, nous avons le bois, nous avons le fer, l'aluminium, nous avons toutes ces ressources, comme le professeur disait, tout ce qui est possible pour pouvoir créer de la richesse à l'interne, qui dit richesse dit Vous avez parlé de l'or, docteur. Oui. Ça devient aussi très compliqué pour le cas du Cameroun. Les chiffres sont une fois de plus alarmants. Notre or qui s'en va à volo et aucune explication. Je reprends ce que le professeur a dit, soyons sérieux. C'est ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'on n'a pas un problème d'or. On a un problème de sérieux dans la gestion de l'or. Si on a donc des gens sérieux, une fois qu'on a fait l'état des lieux et qu'on a mis sur pied de nouvelles politiques... Est-ce que c'est si difficile d'établir une certaine traçabilité? Pas du tout. Ces tonnes d'or qui sont sorties du Cameroun avec pratiquement 2000 milliards emportés, enfumés. Personne pour nous donner des éclairages? C'est pour ça que je donne raison à ceux qui questionnent la gouvernance. Parce que gouverner, c'est quand même anticiper sur un ensemble de choses. Si on n'anticipe pas, il y a un problème. Si 2000 milliards sont partis en fumée, nous fermons les yeux et nous avançons. Et ça, c'est l'information que nous avons. Imaginez l'information que nous n'avons pas.
Donc, juste pour dire que si on veut effectivement développer le pays, c'est une affaire de tous les Camerounais. Ce n'est pas une affaire de M. Biya lui seul. C'est une affaire de tous les Camerounais, secteur par secteur, mais ça passe par des réformes. Les réformes ici, ce n'est pas la magie. Le professeur l'a dit de manière très simple. C'est qu'on rentre dans une dynamique de production à l'intérieur, mais on produit sur la base de quoi? On fait un état des lieux entre les ressources matérielles, naturelles que nous avons et les ressources humaines que nous avons. On les met ensemble, on se fixe un cap. Quel est le cap que nous avons aujourd'hui en termes d'économie au Cameroun? C'est là qu'il faut commencer à travailler. Une fois qu'on l'a fait, les gens qui seront nommés, directeurs généraux, ministres et différents responsables, doivent quand même entrer dans cette même dynamique de rigueur et de moralisation. On doit se donner à tous le défi de sortir de ces différentes dettes. Parce que payer la dette intérieure, c'est payer l'école des enfants. Payer la dette intérieure, c'est créer de l'emploi, mais un emploi décent. Payer la dette intérieure, c'est stimuler le système. Donc la dette intérieure est tout aussi importante que la dette extérieure. Mais c'est une affaire de volonté. Une fois qu'on aura la bonne volonté et qu'on voudra fondamentalement changer les choses, ce ne sera plus une affaire du RDPC, une affaire de tel parti politique, mais une affaire du Cameroun face aux Camerounais responsables qui veulent sortir du marasme et se donner de nouvelles chances pour pouvoir être effectivement la locomotive de l'Afrique. Je préfère dire toute l'Afrique parce que nous pouvons l'être. Il faut dire que la semaine qui tend à s'achever a également été marquée par Paul Atanga-Ndji qui est en guerre contre l'insécurité. Et là, nous sommes du côté de Kribi. C'est sur les très hautes instructions du chef de l'État que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, a donc présidé vendredi dernier, 21 août 2026, du côté de Kribi, une importante réunion pour parler de la sécurité. Je vous propose ce compte rendu de Laurent Patrick Ambara, mais également de Emmanuel Lombo. Le département de l'Océan ne saurait être un terrain fertile à l'insécurité. C'est ce que réitère le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, en visite de travail dans la ville de Kribi, ce 21 août 2026. Sur très haute instruction du président de la République, Paul Biya, le MINAT préside une réunion d'évaluation sécuritaire de la zone. Veiller à la protection des personnes et de leurs biens. Parce que c'est la mission essentielle des autorités administratives. Il est signalé aussi les cas d'agression dans les véhicules et dans certains domiciles. Il est relevé également les cas de trafic de stupéfiants qui seraient en hausse dans le département, surtout en milieu jeune. Il est même dit que dans les écoles, on enregistre de plus en plus les trafiquants de drogue qui arrivent dans les écoles. Il y a également les litiges fonciers qui sont très récurrents. Très récurrents. Il faudrait que ces cas soient gérés de manière objective et de manière claire. La concertation qui se tient en présence du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngeli, des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, a pour objectif de renforcer les dispositifs sécuritaires dans la ville. Au regard de la recrudescence de ces fléaux qui gangrènent le département de l'Océan, le ministre instruit à tous les acteurs de travailler en synergie afin de préserver la paix sociale tout en assurant la protection des personnes et de leurs biens. Nous devons renforcer la sécurité des personnes et des biens. Ceux qui arrivent à Kribi doivent toujours se sentir en sécurité. Voilà pourquoi il faut monter d'un cran, n'est-ce pas, dans la lutte contre la criminalité urbaine. Pour Paul Atanga-Ndji, Kribi ne peut voir son essor compromis par l'insécurité au regard de son potentiel économique. Autorités administratives et populations sont invitées à une saine et parfaite collaboration. Les populations comptent sur l'efficacité des autorités administratives. Les populations comptent sur la collaboration des forces de maintien de l'ordre. Et ce n'est que cette synergie entre autorités administratives, forces de maintien de l'ordre et les populations, parce qu'ils font partie de notre stratégie. C'est cette synergie d'action qui nous amènera un jour, n'est-ce pas, réduire la grande
criminalité à la plus simple expression. Le ministre de l'administration territoriale prend ensuite la direction des VECAM dans l'arrondissement de Niété, département de l'Océan, région du Sud, afin d'évaluer la situation de l'entreprise et réaffirmer le soutien de l'État dans l'accompagnement du développement des entreprises privées au Cameroun. Bon tour sur ce plateau de libre expression dans le cadre justement de cette autre production. Nous sommes le 23 août 2026. Honorable Okupita Damou, j'ai une autre préoccupation. C'est vrai, j'insiste que nous ne sommes pas encore en faillite, mais les indicateurs ne sont pas à notre avantage et les Camerounais se posent un certain nombre de questions. Puisque nous sommes à l'ère de la communication, est-ce qu'il n'est pas indiqué que le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motazé, prenne la parole, ou alors son homologue du côté de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour expliquer aux Camerounais ce qui ne va pas, où est-ce qu'on en est et proposer quelques esquisses de solutions? C'est trop leur demander? Non, connaissant... Vous savez, le ministre, nonobstant la situation que nous vivons, j'ai toujours eu à relever le travail du ministre Motazé, qui se bat, parce que même pour pouvoir faire face positivement à ces trois priorités que j'ai citées tout à l'heure, ce n'est plus évident. Il faut être un ministre des Finances qui est bien introduit dans le système des systèmes financiers internationaux et qui a véritablement du répondant. Vous pensez donc que le ministre Louis-Paul Motazé se bat nettement mieux? Oui, il se bat. Maintenant, est-ce que... Nous sommes en déficit communicationnel. Et maintenant, est-ce que la communication que vous sollicitez est politiquement correcte? Je pense que non. Parce que en même temps... Les Camerounais n'ont pas le droit de savoir ce qui ne va pas. Les Camerounais ont le droit de savoir ce qui ne va pas. Qui nous dit cela? Et c'est même un devoir. On a parlé ici du devoir de reddition, je crois que c'est Maître Zogo qui parlait de ça. On a le devoir de le faire. Mais est-ce que ça rentre donc dans la ligne éditoriale de l'homme politique que le ministre des Finances est? Il faut se poser la question. Donc, quand on est ministre dans un système, on évolue dans le couloir tracé par celui qui vous a mis là. Et celui qui vous a mis là a brillé, n'est-ce pas, en termes de communication, par très peu de considération du peuple camerounais en ce qui concerne leur droit à l'information sur d'abord la situation de l'institution qu'il est et maintenant la situation du pays en ce qui concerne leur vécu quotidien. Le ministre ne le ferait pas, il ne prendrait pas. C'est pour ça qu'en répondant, j'ai parlé de politiquement faisable. Ce n'est pas politiquement faisable. Techniquement, ça devrait être une obligation. Techniquement, ça devrait être une obligation. Et je sais que s'il faut parler de la communication, nous sommes à l'Assemblée. Nous pouvons vous dire que le ministre Motazé compte parmi les meilleurs ministres qui savent s'exprimer et vous convaincre quand ils ont un sujet, même quand il est interpellé sur une question complexe, je voulais justement trouver le mot. Donc ce n'est pas... Je voulais justement parler de cette interpellation à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes un député de la nation. Est-ce qu'il vous est arrivé ces derniers temps d'interpeller donc le MINFI sur la situation économique et surtout financière actuelle du pays? C'est très important. Nous exerçons... le contrôle de l'action gouvernementale. L'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale au Parlement se fait à travers deux mécanismes. Le mécanisme de questions orales ou écrites aux membres du gouvernement, le mécanisme de commission d'enquête parlementaire. Et en ce qui concerne les questions orales au ministre, quand vous lisez les dispositions de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat, vous verrez que c'est bien écrit là, noir sur blanc, que pendant une session parlementaire, on doit obligatoirement chaque semaine organiser une plénière dédiée aux questions orales des parlementaires aux membres du gouvernement. Et quand un parlementaire a adressé une question orale aux membres du gouvernement, il est obligé de venir répondre. La loi fixe même le délai. Et la loi dit, si
vraiment la question nécessite des recherches techniques approfondies, le ministre va demander à l'administration du Parlement de lui accorder un délai supplémentaire, je crois qu'il n'excède pas 2 ou 5 jours. Or, vous avez vu que si vous ouvrez la banque de données des questions orales des députés au gouvernement, elle est pleine. Et depuis presque 2 ans, oui, on ouvrait une session et on la clôturait sans organiser la moindre plénière pour des questions orales aux membres du gouvernement. C'est pour ça que j'ai eu à saluer, dans l'une de mes sorties dernièrement, à la fin de la session, saluer déjà le très honorable Ndato, qui a remis ça. Parce que ce n'est qu'à la session de la session de juin dernier que vous avez constaté, vous êtes journaliste, vous observez notamment les travaux de l'Assemblée, qu'on a repris avec les questions orales. On a fait pratiquement les 3 premières semaines. C'est la dernière semaine qu'on n'a pas respecté. Et moi, personnellement, mes 2 questions, dont l'une était adressée au Premier ministre et l'autre... Quelles étaient les questions? On peut avoir cette exclusivité. Hein? Ça n'a pas passé. Donc, vous avez d'abord posé quel genre de questions? Non, les questions que nous posons sont des questions qui touchent effectivement au quotidien des Camerounais. J'avais 2 questions au Premier ministre. La première concernait la problématique de la carte nationale d'identité. Vous vous rappelez que on est venu, le gouvernement à travers le ministre Moutazé avait dit que les 10 000 francs que les Camerounais devraient payer était le prix unique pour obtenir la carte d'identité le plus rapidement. Et c'était le prix unique. Personnellement, ce jour-là, j'avais posé la question de savoir, est-ce que les 10 000 francs-là est-ce que vous vous êtes entendu avec la justice qu'elle ne va plus exiger de payer les 3 500 ou c'est 3 500 ou 2 500 pour délivrer le certificat de nationalité? Est-ce que vous vous êtes entendu avec les municipalités pour leur dire de ne plus prendre les timbres pour signer les copies d'actes de naissance et ainsi de suite? Mais on nous a dit c'était le prix unique. Mais actuellement, vous voyez que pour accéder à la CNI, au moins le prix, les gens sont presque à 20 000 francs. Oui. Les gens sont à 20 000 francs. Donc nous sommes montés d'un cran pour interpeller que c'est le Premier ministre lui-même qui vient nous dire. Et le Premier ministre n'avait pas répondu. On n'a pas répondu à cette... On a vu que votre question était inutile. La question était communiquée parce que quand les députés déposent les questions, ça rentre comme tout autre test. Hein. Le président, ça passe en conseil, en conférence des présidents. C'est un tamis. On reçoit. On tamise les questions. Et puis on vient. La loi n'a pas prévu ça. Honorable. Si on tamise les questions. Non, je vous dis que sur la pratique, ça a l'air comme... J'ai l'impression qu'on tamise. Mais ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que lorsque le député a introduit sa question, on vient communiquer, on vient recevoir ça en conférence de président, et après, le président, dans une plénière, communique à la chambre entière que j'ai reçu telle question de tel député adressée à tel membre du gouvernement. Lorsqu'on a communiqué, dès lors qu'on a communiqué, le mécanisme de déclenchement du délai de réponse devrait être mis en branle, de sorte que le ministre, dans la semaine, doit venir. Mais nous ne comprenons pas pourquoi, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont là et les ministres ne viennent pas répondre. On ne sait pas si c'est les ministres qui ne se soumettent pas à cette obligation ou c'est l'Assemblée qui ne transmet pas. Donc c'est ce flou que nous ne connaissons pas. Donc d'où je peux vous répondre en disant que la situation socio-économique du pays, la situation surtout économique et financière du pays ne peut pas échapper à l'attention des députés. Ne peut pas échapper. C'est donc cette question, les questions sont posées. Maintenant, est-ce qu'elles sont enrôlées? Si elles sont enrôlées, est-ce que les ministres viennent donc répondre? C'est ça qu'il est question. Nous avons vu que le président actuel de l'Assemblée est venu un peu débloquer la situation, qui était presque bloquée sans qu'on nous dise pourquoi. Parce qu'on passait 2 ans sans qu'on ne fasse des questions orales, c'était pour nous vraiment un manquement grave. Donc, nous avons salué l'effort du très honorable Ndato, comme nous saluons d'ailleurs
sur tout autre angle de réforme qu'il est en train de conduire actuellement à l'Assemblée. Et ça a remis, mais nous étions quand même surpris qu'on n'ait pas fait le plein. Parce que durant la session de 30 jours, on devrait organiser 4 séances plénières pour les questions. Disons également que du côté de Yaoundé 7, nous avons ces diptyques armée-nation qui transforment donc en Kolonkoumou après 40 ans d'attente. C'est donc la fin de calvaire pour les riverains. Du côté de Yaoundé 7, l'axe bitumé plateau Minkwamoyos en Kolonkoumou a donc été officiellement livré. C'était vendredi dernier. Une réalisation de 4,4 km qui matérialise la volonté du chef de l'État d'offrir un cadre de vie sain aux populations. C'est tout simplement une communion entre le maire de la ville, mais également le génie militaire. Un reportage de Romaric Noifo et Michel Messi vous est proposé dans le cadre de cette production. L'ouvrage métamorphose en Kolonkoumou, grand village situé dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Après 40 ans de poussière et de bourbier, place à un enrobé flambant neuf. Doté de 2 bretelles desservant les infrastructures clés de la zone, telles que la paroisse, le centre de santé et les écoles, cette voie a été réalisée en 9 mois chrono et mise en service ce 21 août 2026 par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Un projet de plus de 2,7 milliards de francs CFA, financé sur fonds propres par la mairie de la ville de Yaoundé, qui a misé sur l'expertise du génie militaire. Il y a lieu d'être satisfait de l'œuvre achevée. D'abord, je l'ai fait en partenariat avec un partenaire technique qu'est le génie militaire. Une fois que nous tenons nos délais, nous tenons nos engagements, nous achevons le chantier, on le met à la disposition des bénéficiaires. Nous continuons sur d'autres chantiers. Pour célébrer cet acquis, le sommet de l'État s'est fortement mobilisé. Outre le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, on note les présences du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, du gouverneur de la région du centre Nasséré Paul Béa, du président du conseil régional du centre, Gilbert Timiévouna, et des officiers généraux. Face à ce gouta, complété par Monseigneur Christophe Zoua, évêque de San-Mélima, non moins ancien curé des lieux, les dignitaires locaux ne boudent pas leur plaisir. Je suis tellement satisfait et heureux aujourd'hui et heureux aussi pour les populations de Kolonkoumou que nous formons une même famille dont nous sommes tellement heureux et vous savez que la route passe et le développement suit. Fruit de l'accord cadre de 2021, cette route illustre avec éclat le diptyque armée-nation. En engageant ses troupes, le président de la République, chef des armées, allie sécurité et développement. Prenant la parole, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense rappelle avec force les conditions d'intervention du génie militaire dans l'exécution des grands travaux publics. Joseph Betty Assomo précise que le génie militaire est certes un outil de développement, mais il n'est ni une entreprise, ni un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Le génie militaire ne soumissionne pas et ne recherche pas des marchés public pour se faire du profit. Le génie militaire exécute les travaux qui lui sont confiés à leur coût réel, en régie, et sur l'autorisation express et préalable du chef de l'État, chef des forces armées. Comme pour sceller cette inauguration, c'est sous une fine, plus perçue comme une bénédiction divine que la cérémonie s'achève. Les véhicules roulent désormais sur les sourires radieux d'une population qui a définitivement dit adieu à l'enclavement. Bon retour sur ce plateau de libre expression. Professeur Mathias Erico Owenangini, nous parlions donc de l'économie. Ça tombe également bien parce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, après 74 jours à l'extérieur, a retrouvé son pays. Je me dis que ce sont aussi des dossiers brûlants qui attendent le président de la République, cette affaire d'ordre économique et financière. Merci de me poser cette question. En fait, quand vous êtes président de la République, vous avez des dossiers brûlants tous les jours. Ah bon? C'est pas... Mais beaucoup plus quand même quand vous avez passé 74 jours à l'extérieur. Hein? Non, il n'y a pas une rupture de la chaîne. C'est-à-dire, si vous connaissez les routines du système, on maintient toujours, même quand le président est à l'étranger, un contact à travers des missions qui vont l'informer sur l'évolution des dossiers.
Bon, mais il est aussi évident, par ailleurs, que sur place, évidemment, comme il n'y a pas ces missions, les délais sont raccourcis pour la connaissance des dossiers. Maintenant, oui, il y a des dossiers que l'opinion publique tient pour importants, avec simplement la même contrainte que j'ai l'habitude de vous rappeler, qui est une contrainte institutionnelle. Le président, il gère les dossiers en fonction de son timing. Même lorsque il a dit dans les prochains jours. Mais il a dit dans les prochains jours. Ça devient les prochains mois. Maintenant, il faut voir quelles sont et ça deviendra les prochaines années. Mais les années sont composées de jours, non? Ah bon? Est-ce que les années dans le présent, tu es dans le timing. Est-ce que les années ne sont pas composées? Vous êtes sérieux là, professeur? Je suis sérieux. Les années sont composées de jours et de semaines. Une année, c'est 365 jours et c'est 52 semaines. Ok. Bon, si c'est comme ça, d'accord. Merci pour ça. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous disons merci à toutes nos équipes techniques, mais également rédactionnelles. Infiniment merci à notre invité permanent et notre consultant, le professeur Mathias Eriko Wanangini. Merci à l'honorable Adamou Koupit. C'est une amitié d'une quinzaine d'années. Oui. Merci. Merci également avec Guy Zoro, qui est également président de parti politique. Merci à Saint-Éloi Bidou, un homme politique que l'on ne présente plus. Il était également parmi nous ce matin, l'expert en communication politique, le docteur Moïse Mbok. Je rappelle simplement que la première rediffusion de votre programme, ce sera ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra demain à partir de 14h. Tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine, une question s'impose tout de même. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?